Dans un quartier modeste de la banlieue lyonnaise, la lumière grise de l'hiver se faufilait entre les rideaux fins d'un petit appartement au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Il était à peine 7 heures du matin et Élodie Morel, 37 ans, terminait son service de nuit dans une entreprise de technologie de luxe. Son uniforme sentait les produits d'entretien. Ses doigts étaient secs à force de manipuler les détergents et ses épaules portaient le poids silencieux de la fatigue chronique. Pourtant, en refermant derrière elle la porte vitrée de l'immeuble impeccablement propre, elle respira profondément l'air froid de décembre, se redressant un peu. Ce soir, c'était la veille de Noël. Le trajet en tramway fut silencieux, entre 2 stations encore désertes. À travers les vitres embuées, Lyon se préparait doucement pour une journée figée entre l'attente et la tradition. Elle descendit au terminus, serra son manteau élimé autour d'elle et gravit les marches menant à chez elle. Son appartement, bien que modeste, portait des traces d'efforts sincères. Une guirlande faite de papier journal peint, un petit sapin dans un coin du salon, orné de boules dépareillées récupérées les années précédentes, et une étoile en carton doré tout en haut. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur Noël. Manon, sa fille de 8 ans, l'attendait déjà, encore en pyjama, les joues rosées de sommeil et d'excitation. Son regard brillait d'un espoir fragile mais tenace, celui que seuls les enfants savent conserver, même lorsque tout semble dire le contraire. Élodie déposa un baiser sur son front et lui sourit. « Tu as été sage cette année, hein ?» La petite hocha la tête avec sérieux. Elle savait que le Père Noël n'avait pas beaucoup de moyens pour eux, mais elle espérait malgré tout une surprise, même petite. Élodie se dirigea vers la cuisine pour préparer leur modeste repas du soir. Une soupe de légumes mijotée la veille, quelques tranches de pain et peut-être un morceau de fromage s'il en restait. Il n'y aurait pas de dinde, ni de bûche pâtissière, ni de cadeaux dispendieux sous le sapin. Mais il y aurait elles deux, ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Tout en pelant une carotte, elle pensait à cette année écoulée, à ses 3 emplois cumulés, aux heures passées à marcher entre les immeubles, aux nuits blanches et aux matins gelés. Elle se souvenait aussi des sourires de sa fille, des câlins au réveil, des devoirs corrigés sur un coin de table. Ce Noël ne serait pas joyeux au sens traditionnel, mais il serait rempli d'amour et de dignité. Manon s'installa au sol avec ses crayons de couleur et commença à dessiner. Elle aimait représenter leur famille à travers des scènes simples, une promenade dans un parc, un dîner dans la cuisine, une histoire du soir lue sous les couvertures. Élodie l'observait du coin de l'œil, émue. Elle se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir lui offrir plus, mais elle savait au fond d'elle qu'elle lui donnait l'essentiel, la présence, l'écoute et l'amour. La journée se déroula lentement, bercée par les préparatifs du dîner, les dessins animés à faible volume et les quelques textos de vœux envoyés à des connaissances. Vers 19 heures, Élodie alluma les guirlandes autour de la fenêtre et servit la soupe dans 2 assiettes creuses. Elles dînèrent à la lumière des bougies, comme dans les histoires, dit-elle à Manon. Cette dernière rit doucement, posant sa petite main sur celle de sa mère. « Maman, tu crois qu'il viendra cette année ?» Élodie hésita. Elle ne mentait jamais à sa fille, mais elle savait que parfois il fallait entretenir un peu de magie. « Je crois qu'il a beaucoup de travail, mais s'il voit que tu dors bien sagement, peut-être qu'il laissera quelque chose pour toi. » Manon acquiesça, apaisée. Elle termina son assiette et alla se brosser les dents, laissant Élodie seule quelques instants dans le silence. Un silence lourd, épais, presque solennel. Elle regarda le sapin, les dessins au mur, l'horloge qui avançait lentement vers la nuit. Dans ce décor figé par la modestie, quelque chose d'invisible flottait, une attente indéfinie, une tension douce, presque imperceptible, comme si la nuit portait en elle la promesse de quelque chose d'imprévu. Élodie éteignit les lumières du salon, ne laissant que la guirlande clignotante éclairer la pièce. Elle s'assit près du lit de sa fille, lui lut quelques pages d'un vieux conte, puis resta là un moment, en silence, caressant les cheveux de Manon. Quand elle fut sûre que la petite dormait profondément, elle se leva et s'installa dans la cuisine avec une tasse de tisane. Le silence l'enveloppait à nouveau. Un silence qui semblait, cette nuit-là, plus dense, plus chargé, comme si quelque chose, dans l'ombre, attendait de prendre forme. Elle soupira, pensant à la journée du lendemain. Il n'y aurait pas de repos. Un autre ménage l'attendait dès l'aube. Elle vida sa sacoche de produits de nettoyage pour la réorganiser.
Et c'est alors qu'elle remarqua un détail étrange. Au fond, coincé entre deux gants en caoutchouc, un objet qui ne lui appartenait pas. Mais ce n'est que le lendemain qu'elle comprendrait la véritable portée de ce qu'elle venait de ramener chez elle, par inadvertance. Le lendemain matin, l'appartement était plongé dans un calme encore plus profond que la veille. Les premières lueurs du jour se glissaient à travers les volets, effleurant les murs pâles de la petite pièce de vie. Élodie s'était réveillée avant Manon, comme toujours. Elle s'était glissée hors du lit avec précaution, veillant à ne pas perturber le sommeil paisible de sa fille. En marchant pieds nus sur le sol froid, elle ressentit dans son corps la lassitude accumulée des longues heures de ménage. Mais quelque chose, dans le fond de son esprit, refusait de se détendre. Une impression étrange persistait, une sensation sourde qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Alors qu'elle préparait le café dans la petite cafetière italienne cabossée, elle se souvint de la sacoche qu'elle avait vidée la veille au soir. Ses pensées, d'abord embuées par la fatigue, retrouvèrent lentement leur cohérence. Elle revit le moment précis où ses doigts avaient effleuré un objet qui n'était pas à elle, glissé parmi les lingettes et les éponges. Une enveloppe. Elle n'avait pas pris le temps de la regarder de plus près. La veille, le poids du quotidien et la veille de Noël avaient occupé toute son attention. Mais maintenant, seule dans la cuisine, elle sentit un frisson de curiosité la traverser. Elle se dirigea vers le meuble de l'entrée où elle entreposait toujours ses affaires de travail. La sacoche était là, toujours entr'ouverte. Elle y plongea la main et sentit rapidement le papier cartonné de l'enveloppe, plus épaisse qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsqu'elle la sortit, elle constata qu'il s'agissait d'un modèle élégant, de couleur ivoire, orné discrètement du logo stylisé de l'entreprise de technologie où elle travaillait. Rien de clinquant, mais une sobriété raffinée. Cela ne ressemblait pas à un document administratif ou à un simple courrier professionnel. C'était autre chose. Elle la tourna dans ses mains, hésitante. Aucun nom n'y figurait, aucune mention explicite. Elle n'était ni scellée ni marquée comme confidentielle. Finalement, avec un mélange de précaution et de nervosité, elle fit glisser son doigt sous le rabat. À l'intérieur, elle découvrit une clé métallique soigneusement glissée dans un petit sachet transparent, ainsi qu'un billet manuscrit plié en deux. L'écriture, fine et assurée, dégageait une autorité calme. Sur le papier, il n'y avait que quelques mots. « Pour usage d'urgence, Monsieur Dumas ». Le cœur d'Élodie manqua un battement. Guillaume Dumas. Le nom la frappa comme une évidence. Elle avait nettoyé son bureau la veille, comme tous les vendredis matins. Le jeune PDG, toujours discret, n'était pas présent ce jour-là, du moins pas dans la pièce pendant qu'elle s'y trouvait. Elle avait simplement effectué sa routine, essuyé les surfaces, vidé les corbeilles, réorganisé les dossiers laissés en vrac. Rien qui aurait pu justifier qu'on laisse une clé dans ses affaires, sauf si... Mais non. L'idée d'un message caché ou d'un sous-entendu personnel lui sembla absurde. Pourquoi un homme comme lui, à la tête d'une entreprise estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, laisserait-il volontairement un objet aussi personnel à une simple femme de ménage? Elle s'assit, le billet toujours en main, et fixa la clé comme si elle allait soudain lui parler. Peut-être s'agissait-il d'un oubli. Peut-être avait-il laissé l'enveloppe sur son bureau et, en nettoyant distraitement, elle l'avait glissée dans sa sacoche par erreur. Cela semblait plausible. Pourtant, elle n'arrivait pas à se rappeler ce geste. Rien dans sa mémoire ne confirmait cette action. Et ce billet, cette formule vague, pour usage d'urgence. Usage de quoi? Une pièce? Un coffre? Un véhicule? Elle n'en savait rien, et l'absence d'indication précise ne faisait qu'attiser sa confusion. Manon se réveilla peu après et déboula dans la cuisine, les cheveux ébouriffés, les yeux encore lourds de sommeil. Élodie rangea rapidement la clé et l'enveloppe dans un tiroir. Elle n'avait pas envie que sa fille la voie si absorbée par quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas encore. Elles prirent le petit déjeuner ensemble, entre tartines grillées et silence partagé, jusqu'à ce que l'enfant demande innocemment si le Père Noël était déjà passé. Élodie esquiva la question avec tendresse, promettant qu'il fallait encore attendre un peu. Mais son esprit, lui, était resté accroché à l'enveloppe, à la clé, et à cette étrange sensation qu'elle portait désormais quelque chose qui n'aurait jamais dû se retrouver entre ses mains. Une responsabilité inattendue, peut-être un piège, ou une erreur sans importance. Mais rien n'indiquait comment agir. Elle envisagea de la rapporter dès le lundi matin lors de son retour au travail.
mais l'entreprise serait fermée pour les fêtes. Elle envisagea de la glisser dans une boîte aux lettres de l'immeuble. Mais à quel nom? Il n'y avait pas d'adresse, pas de consigne. Et si elle s'en débarrassait et que cela posait un problème? Et si, au contraire, elle la gardait trop longtemps? Tout au long de la journée, cette présence discrète dans le tiroir lui pesait. Lorsqu'elle mettait la table, lorsqu'elle rangeait les jouets de Manon, même en passant l'aspirateur, elle pensait à cette clé. L'objet n'avait pas bougé, mais il semblait imposer sa présence à toute la pièce. En fin d'après-midi, elle s'assit enfin, épuisée de tourner en rond. Elle se demanda brièvement si elle devait appeler quelqu'un, un collègue, ou même le standard de l'entreprise. Mais qui aurait pu répondre en ce 25 décembre? Et surtout, que pouvait-elle dire sans paraître suspecte ou maladroite? Elle retourna une fois encore le billet entre ses doigts. L'écriture, la formulation, tout respirait la sobriété maîtrisée. Elle n'était pas idiote. Elle savait reconnaître une main qui avait l'habitude d'écrire des ordres, de dicter des décisions. Elle avait nettoyé des centaines de bureaux dans sa vie, mais celui de Guillaume Dumas avait quelque chose de différent. Pas de photos personnelles, pas d'objets inutiles. Tout était ordonné, précis, comme cette enveloppe. La soirée approchait. Élodie se força à détourner son attention. Elle alluma la radio, prépara à nouveau un peu de soupe, ajouta quelques tranches de pain grillé et sortit même 2 clémentines qu'elle avait gardées pour l'occasion. Elle voulait que Manon passe une soirée douce, même dans leur réalité modeste. Le dîner fut simple, ponctué de quelques rires d'enfants et d'un vieux disque de chansons de Noël qui grésillait un peu. Mais au fond d'elle, Élodie ne pouvait se départir de cette impression croissante. La clé n'était pas là par hasard. Plus le temps passait, plus elle sentait que ce petit morceau de métal anodin en apparence risquait de transformer le fil tranquille de leur existence. Mais elle n'imaginait pas encore que cette intuition allait trouver un écho beaucoup plus rapide et inattendu qu'elle ne l'aurait cru. La nuit était tombée sans prévenir, comme un rideau tiré brusquement sur le décor figé d'une journée sans éclat. Dans le petit appartement, seule la lueur vacillante des guirlandes illuminait faiblement le salon, projetant sur les murs les ombres dansantes des branches du sapin. Manon, rassasiée par le maigre dîner et épuisée par une journée d'attente, s'était endormie sur le canapé, une peluche contre sa joue et un plaid usé remonté jusqu'au menton. Élodie, quant à elle, était restée assise à la table, une tasse de tisane tiède entre les mains. Ses yeux fixaient le tiroir fermé, celui où elle avait rangé l'enveloppe et la clé, comme si ce simple meuble de contreplaqué contenait une menace silencieuse. Elle n'attendait plus rien de la soirée. Il était déjà plus de 22 heures, les voisins s'étaient tus, et les dernières notes d'un chœur de Noël à la radio s'étaient évanouies. Le silence était à nouveau revenu, pesant, seulement troublé par les respirations régulières de sa fille endormie. Élodie pensa à éteindre les lumières et à s'étendre elle aussi, espérant que le lendemain apporterait des réponses plus claires. Mais au moment même où elle se levait, son téléphone vibra sur la table. Un bruit bref, presque brutal, dans ce calme absolu. Elle s'en empara rapidement, jetant un coup d'œil à l'écran. Un numéro inconnu s'affichait, commençant par un indicatif local. Son premier réflexe fut de ne pas répondre. Rien de bon n'arrivait jamais à cette heure, surtout lorsque l'appel venait d'un inconnu. Mais quelque chose, une intuition ténue mais persistante, la poussa à décrocher. Elle porta lentement le combiné à son oreille, la gorge serrée. « Allô ?» Un court silence, puis une voix masculine se fit entendre. Elle était posée, articulée avec précision, mais trahissait une tension sous-jacente, une retenue presque palpable. « Bonsoir, Madame Morel. Ici Guillaume Dumas. Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure, mais j'aimerais vous poser une question importante. » Elle resta figée. Pendant un instant, elle se demanda si elle avait bien entendu. Guillaume Dumas, l'homme dont le nom circulait dans les colonnes économiques, le jeune PDG aussi discret que réputé, l'appelait sur son téléphone personnel? Comment avait-il obtenu son numéro? Avait-il fouillé dans les dossiers du personnel? Ou quelqu'un lui avait-il donné cette information? Mais avant qu'elle ne puisse formuler ses interrogations, il reprit avec un ton moins formel. « Je suis désolé. Je sais que c'est un moment mal choisi. Mais j'ai besoin de savoir, auriez-vous trouvé quelque chose dans mon bureau hier matin? Quelque chose d'inhabituel ?» Élodie sentit un pic de panique lui traverser la poitrine. Elle hésita un instant, pesant ses mots. Elle ne voulait ni mentir ni se compromettre. Après tout, elle n'avait rien volé.
L'enveloppe s'était retrouvée dans ses affaires sans qu'elle en comprenne la raison. Oui, en effet, j'ai trouvé une enveloppe avec une clé. Elle était dans ma sacoche quand je suis rentré. Je pensais la rapporter après les fêtes. Un léger soupir se fit entendre de l'autre côté. Pas un soupir d'agacement, mais plutôt de soulagement. Merci. Vraiment. Je suis désolé que vous ayez eu à gérer ça. Je m'en veux de ne pas avoir vérifié. C'était un oubli de ma part. Une erreur stupide. Est-ce que vous seriez chez vous ce soir? La question tomba comme une pierre dans un étang. Élodie sentit son estomac se contracter. Était-ce une convocation déguisée? Allait-il envoyer quelqu'un pour récupérer la clé? Ou pire encore, la tenir responsable d'un incident plus grave? Mais sa voix, bien que directe, ne contenait aucune menace. Il semblait sincèrement gêné. « Oui, je suis là. Pourquoi? J'aimerais passer la récupérer moi-même. Ce ne sera pas long, je vous le promets. Je préférerais éviter que cela circule par d'autres mains. » Elle ouvrit la bouche pour refuser. Son appartement n'était pas un lieu où l'on recevait des PDG. Elle était encore en tenue de maison, ses cheveux attachés à la va-vite, son salon jonché de jouets et de vêtements. Rien n'était prêt pour recevoir un visiteur de ce genre. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, il ajouta presque timidement. « J'ai une voiture à proximité. Je peux être là dans 15 minutes. Ce sera discret. » Il n'attendit pas vraiment de réponse. Il la remercia poliment, puis raccrocha. Élodie resta quelques secondes immobile, le téléphone toujours à la main. Puis elle regarda autour d'elle, le cœur battant. Elle jeta un coup d'œil à Manon, toujours endormie, puis courut vers la salle de bain pour se passer un peu d'eau sur le visage. Elle ne savait pas ce qui était le plus absurde, qu'un PDG millionnaire vienne frapper à sa porte un soir de Noël, ou qu'elle, dans son peignoir et ses pantoufles, soit sur le point de l'accueillir. Elle rangea rapidement quelques objets, ramassa les chaussettes traînant sur le sol, ajusta la nappe et remit ses cheveux en ordre. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir et reprit la clé, elle sentit son poids différemment. Plus seulement comme un objet, mais comme un déclencheur. Elle replaça l'enveloppe dans son état d'origine, la posa sur la table et attendit. Le temps passa lentement. Les aiguilles de l'horloge semblaient hésiter à avancer. Puis, au bout d'un quart d'heure environ, le bruit feutré d'un moteur se fit entendre au dehors. Par la fenêtre, Élodie aperçut un véhicule noir se garer avec discrétion devant l'immeuble. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. Elle marcha lentement, inspira profondément et ouvrit. Derrière la porte se tenait Guillaume Dumas, vêtu d'un manteau sombre, une écharpe de laine autour du cou. Il était exactement comme dans les photos d'articles de presse, mais en plus jeune, plus humain. Ses traits étaient fatigués, ses yeux légèrement cernés. Il esquissa un sourire poli. « Bonsoir, encore désolé pour ce dérangement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix s'éleva derrière elle. Manon s'était réveillée, attirée par le bruit. Elle s'approcha de la porte, curieuse, et se posta aux côtés de sa mère. En voyant l'homme, elle le regarda sans peur, comme si c'était un visiteur ordinaire. « C'est le Père Noël ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Guillaume sourit plus franchement, pris au dépourvu. Il s'agenouilla doucement pour se mettre à sa hauteur. « Pas tout à fait, » répondit-il, « mais je peux lui transmettre un message si tu veux. » Élodie, gênée, tenta de ramener sa fille à l'intérieur. Mais Guillaume leva la main pour la rassurer. Il se redressa, la remercia pour la clé, qu'elle lui tendit en silence. Son regard se posa un instant sur les dessins de Manon accrochés au mur, sur le petit sapin bancal décoré de guirlandes faites maison, et sur la table où 2 assiettes encore sales témoignaient d'un repas modeste mais chaleureux. Il resta un instant sans parler, puis dit simplement « C'est très joli ici, vraiment ». Elle ne sut quoi répondre. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cet échange, si bref soit-il, allait tout changer dans les jours à venir. Il se tenait là, droit, sans ostentation, vêtu d'un manteau sobre, mais manifestement de grande qualité. Guillaume Dumas n'avait rien de l'image qu'Élodie s'était forgée en nettoyant son bureau. Pas de froideur, pas de supériorité affichée, pas cette distance souvent associée aux hommes de pouvoir. Pourtant, sa simple présence dans l'encadrement de la porte semblait modifier l'atmosphère du petit appartement. Ce n'était pas le luxe de ses vêtements ou le prix évident de la voiture garée en bas. C'était autre chose, une dissonance presque inconfortable entre 2 univers qui n'étaient jamais censés se croiser. Il pénétra à l'intérieur d'un pas mesuré, balayant la pièce du regard sans insistance. Élodie referma la porte, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité.
Elle s'efforçait de masquer son trouble, consciente de l'état du lieu. Les jouets éparpillés au sol, la nappe tachée, les murs jaunis par le temps, tout lui paraissait soudain exposé sous une lumière crue. Pourtant, il n'émit aucun commentaire, ne fronça pas les sourcils, ne sembla ni amusé ni gêné. Au contraire, un léger sourire flottait sur ses lèvres, presque imperceptible. « Merci de m'avoir attendu », dit-il simplement. Elle hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Puis elle désigna la table d'un geste. « L'enveloppe est là, avec la clé. Je ne savais pas quoi en faire. » Il s'en approcha, la prit, vérifia rapidement son contenu sans rien dire, puis la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Une formalité. Mais au lieu de repartir aussitôt, il laissa ses yeux se poser sur les dessins accrochés au mur près du coin repas. Des feuilles A4, colorées à la main, représentant des maisons, des arbres, des figures humaines aux proportions naïves. Au centre de l'un d'eux, une scène de Noël. Un sapin, une table, 2 silhouettes féminines se tenant la main. « C'est votre fille qui a fait ça ?» demanda-t-il en s'approchant d'un pas. « Oui », répondit Élodie. « Manon adore dessiner. Elle en colle partout, même sur le frigo. » Comme s'il avait été appelé par son nom, Manon réapparut dans l'encadrement du salon, traînant sa couverture derrière elle. Elle observa Guillaume avec attention, sans crainte ni timidité excessive. Il s'accroupit doucement pour lui parler à hauteur de visage. « Tu dessines très bien. Celui-là, c'est pour ce soir ?» Manon hocha la tête. « C'est Noël. On a mangé la soupe et après maman a mis les bougies. » Il esquissa un sourire sincère. Il y avait dans la voix de l'enfant une clarté sans détour, une vérité douce qui contrastait avec la complexité du monde adulte. Élodie, toujours debout, observait la scène, partagée entre fierté et gêne. Elle ne voulait pas paraître vulnérable, ni quémander la pitié. Cet homme n'était pas un visiteur ordinaire. Il appartenait à un monde où tout coûtait cher, où chaque geste avait une stratégie, une conséquence. Elle n'avait rien demandé, et pourtant, il était là. « Tu crois au Père Noël ?» demanda-t-il à Manon avec légèreté. « Oui, mais il passe pas tout le temps. Des fois, il oublie. » Un silence suivit. Guillaume se redressa lentement, ses traits s'assombrissant à peine, comme si la remarque l'avait touché d'une façon inattendue. Il regarda à nouveau la pièce, les décorations faites à la main, les restes du repas dans l'évier, la pile de livres d'enfants sur le canapé. Puis, après un moment d'hésitation, il s'adressa à Élodie. « J'ai quelque chose à vous proposer. Ce n'est pas une obligation, évidemment, mais je me rends compte que ce que j'ai laissé entre vos mains n'était pas seulement une clé. C'était une imprudence, et vous avez réagi avec intégrité. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose, à toutes les deux. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Montrer quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il eut un sourire presque embarrassé, rare sur un visage habitué aux décisions fermes. « Rien d'extravagant, juste un endroit. C'est à quelques minutes d'ici. Il n'y a personne, je ne vous demanderai rien et vous pourrez rentrer quand vous voulez. J'ai décoré une maison pour Noël, mais je n'avais personne à qui la montrer. Je pensais passer la soirée seule, comme chaque année. Et puis, enfin, j'ai vu les yeux de votre fille, et je me suis dit que ça pourrait lui plaire. » Le silence s'installa. Élodie n'avait pas prévu cela. Elle s'attendait à une visite rapide, une récupération de clés, peut-être une excuse formelle. Mais une invitation? À une heure pareille, le soir de Noël? Cela semblait irréel, presque absurde. Elle pensa immédiatement à refuser. C'était trop inattendu, trop déséquilibré. Et pourtant, au moment où elle ouvrit la bouche, Manon la devança. « On peut y aller, maman. Juste un petit moment ?» Élodie la regarda puis tourna les yeux vers Guillaume. Il n'y avait pas d'insistance dans son regard, ni de malice, seulement une forme de calme, une volonté manifeste de ne rien imposer. « Très bien, » répondit-elle enfin. « Mais on ne reste pas longtemps. » Il acquiesça, soulagé. « Promis. » Un aller-retour. Elle prit quelques minutes pour habiller sa fille, enfiler ses propres chaussures, récupérer un manteau. Ils descendirent ensemble les marches, et Guillaume ouvrit la porte de sa voiture. Le véhicule était silencieux, au siège chauffant, à l'intérieur impeccable. Manon s'émerveilla du simple fait que les vitres se baissaient automatiquement. Élodie, elle, restait sur ses gardes. Le contraste entre leur quotidien et ce monde de confort lui rappelait qu'il n'était pas fait pour se mêler. Mais en chemin, Guillaume ne parla pas de lui, ni de son entreprise, ni même de la clé. Il demanda à Manon quel était son dessert préféré,
écouta ses réponses avec attention et se contenta de donner quelques indications de direction à son chauffeur. Après 20 minutes à peine, ils quittèrent la ville et s'enfoncèrent dans une zone résidentielle arborée, plus tranquille, où les maisons semblaient posées là, comme dans un catalogue de luxe. La voiture s'arrêta devant un portail en fer forgé. Guillaume sortit, entra un code, et les battants s'ouvrirent lentement. La propriété qui apparut alors devant eux était immense, mais c'est la lumière qui frappa Élodie en premier. Des guirlandes discrètes couraient le long des murs, une cheminée laissait échapper une fumée fine dans le froid nocturne, et, à travers les fenêtres, on distinguait des reflets de boules de Noël suspendues à un sapin gigantesque. Guillaume se tourna vers elle. « Bienvenue chez moi, ce n'est pas un château, c'est juste là où je dors parfois. Venez, je vous fais faire le tour. » Et sans attendre, il ouvrit la porte d'entrée, laissant échapper une chaleur douce et un parfum de pin, de cannelle et de bois brûlé. Rien de surnaturel, rien d'excessif. Seulement une invitation inattendue à traverser, le temps d'une soirée, les frontières invisibles de deux mondes trop longtemps séparés. Ils franchirent le seuil avec une retenue presque cérémonieuse, comme si le simple fait de poser un pied dans cette maison exigeait une autorisation tacite. Élodie entra la première, tenant la main de Manon, qui observait tout avec des yeux écarquillés. Le contraste avec leur modeste appartement était brutal. L'intérieur de la maison n'était pas ostentatoire, mais chaque détail trahissait une précision dans le goût, une recherche d'élégance maîtrisée. Le sol en bois massif résonnait à peine sous leurs pas. Une douce odeur de cire, de feu de bois et d'épices flottait dans l'air, enveloppant l'espace dans une ambiance feutrée et chaleureuse. La pièce principale s'ouvrait sur un salon spacieux, au ton crème et brun, avec une cheminée allumée projetant une lueur mouvante sur les murs. Au centre, un immense sapin de Noël trônait, décoré avec un raffinement discret, boules anciennes, guirlandes dorées, et quelques figurines en bois qui semblaient avoir été sculptées à la main. Manon s'en approcha instinctivement, hypnotisée par les lumières, et resta debout devant l'arbre sans rien dire, la bouche légèrement entr'ouverte. Guillaume les invita à s'asseoir, puis se dirigea vers une petite cuisine attenante, séparée du salon par un comptoir en pierre claire. Il revint quelques instants plus tard avec 3 tasses fumantes de chocolat chaud. Élodie, toujours sur ses gardes, accepta avec politesse mais resta droite sur le canapé, observant tout autour d'elle avec une tension silencieuse. Elle ne savait pas encore ce que cet homme attendait d'elle, mais elle ne croyait pas à la pure générosité, pas dans ce monde où chaque faveur cachait souvent une dette implicite. « Je sais que c'est un peu inattendu », commença-t-il en posant sa tasse sur la table basse. « Ce n'était pas prévu. Moi-même, je ne fais jamais ça. Je passe souvent Noël ici, seul. Je décore, je prépare tout. Mais je finis par me coucher tôt, sans personne. » Élodie leva les yeux vers lui, intriguée. Il ne parlait pas avec fierté ni nostalgie. C'était une simple constatation, dite sur un ton neutre. « Pourquoi nous inviter alors ?» demanda-t-elle finalement. « Vous ne nous connaissez pas, et ce n'est pas notre monde. » Il hocha lentement la tête, comme s'il avait anticipé cette question. « Justement, c'est peut-être pour ça. Quand je suis passé chez vous, j'ai vu quelque chose que j'avais oublié. La simplicité, l'authenticité, et puis, votre fille m'a rappelé quelqu'un. » Il s'interrompit, puis reprit plus doucement. « Ma mère décorait toujours la maison avec ce qu'elle trouvait. On n'avait pas grand-chose, mais elle tenait à ce que Noël ait un sens, même sans cadeau, même sans festin. Elle croyait à la chaleur humaine. Je n'y ai plus cru depuis longtemps. » Élodie resta silencieuse. Elle ne savait pas si ces mots étaient une confession sincère ou une construction rhétorique, mais il semblait dire la vérité, sans chercher à se rendre intéressant. Son regard ne fuyait pas. Il parlait posément, sans exagération. Manon, de son côté, avait déjà trouvé une boîte contenant de petites décorations en tissu et commençait à les aligner au sol, absorbée dans son jeu. Elle n'avait pas conscience des barrières sociales, ni de l'étrangeté de la situation. Pour elle, c'était simplement un endroit magique où l'on buvait du chocolat chaud devant un grand sapin. « Vous savez, reprit Guillaume, je ne vous ai pas invités ici pour jouer un rôle ou vous impressionner. Il n'y a pas de calcul. J'ai laissé cette clé dans votre sac volontairement, je crois. Pas consciemment, mais presque. Vous m'avez rappelé quelque chose, ou quelqu'un. J'avais besoin de sortir de mon propre silence. » Élodie fronça légèrement les sourcils. « Vous dites que vous avez fait ça exprès ? Mais pourquoi ? Vous êtes à la tête d'une entreprise immense. Vous avez 1000 personnes autour de vous.
des assistants, des responsables, des relations. Pourquoi moi? Il sourit légèrement. Parce que vous n'avez rien demandé, et parce que vous m'avez regardé dans les yeux, ce matin-là, au bureau, sans chercher à détourner le regard. Peu de gens font ça, croyez-moi. Vous étiez là, dans le silence, avec votre balai et vos gants, et vous sembliez plus présente que quiconque dans ce bâtiment. Il marqua une pause, puis ajouta « Je ne sais pas ce que je cherche exactement. Peut-être une connexion réelle, sans enjeu, sans contrat, sans obligation. Juste un moment vrai. » Élodie, malgré elle, sentit ses défenses se fissurer. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les jeux de pouvoir, les apparences, les gestes qui masquent les intentions. Mais ce soir-là, dans cette maison inconnue, elle ne perçut aucune arrogance, aucun sous-entendu, seulement une solitude sincère, presque brute. Ils passèrent encore 1 heure ensemble, à parler de tout et de rien. Guillaume écoutait Manon avec une attention inattendue, riant parfois de ses remarques enfantines. Il proposa de lui montrer une vieille boîte à musique que sa mère lui avait laissée. Manon l'écouta tourner, fascinée par le mécanisme. Élodie observait, silencieuse. Elle savait que ce moment ne durerait pas. Mais elle comprenait aussi qu'il avait quelque chose de précieux, de rare. Vers minuit, elle annonça qu'il était temps de partir. Manon protesta un peu mais accepta. Guillaume ne chercha pas à les retenir. Il les raccompagna jusqu'à la voiture, prit soin de leur ouvrir les portières, puis les regarda s'éloigner. Avant de fermer la portière, il se pencha légèrement. « Merci d'avoir accepté. Ça a compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire de plus. Ils roulèrent en silence jusqu'à leur immeuble. Manon s'endormit sur le chemin. Élodie, elle, fixait la nuit par la vitre, le cœur lourd d'interrogations. Ce Noël-là, sans qu'elle l'ait voulu, avait basculé dans une autre dimension. Pas magique, simplement humaine, profondément, étrangement humaine. Le lendemain matin, le réveil fut plus lent que d'habitude. L'appartement restait plongé dans une semi-obscurité hivernale, et le silence régnait, seulement ponctué par les craquements habituels des conduites d'eau et les pas étouffés des voisins. Élodie ouvrit les yeux avec difficulté. La soirée précédente, bien qu'étrangement paisible, l'avait laissée dans un état d'alerte émotionnelle qui peinait à se dissiper. À ses côtés, Manon dormait encore profondément, un sourire discret aux lèvres, comme si les images de la grande maison, des lumières tamisées et du sapin démesuré peuplaient encore ses rêves. Élodie se leva sans bruit, enfila un pull chaud et s'installa dans la cuisine, une tasse de café entre les mains. Elle repassait mentalement les événements de la veille, cherchant un sens à ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas la première fois que sa route croisait celle d'un cadre supérieur ou d'un responsable bien au-dessus de sa propre condition, mais jamais dans des circonstances aussi personnelles, jamais avec cette proximité presque désarmante. Guillaume Dumas, PDG réservé, et rarement vu autrement qu'à travers des articles de presse ou des réunions à distance, avait franchi toutes les barrières, volontairement. Non pas pour montrer son pouvoir, mais pour... quoi, au juste? Elle avait senti dans son regard quelque chose d'authentique, mais elle refusait encore de lui accorder une pleine confiance. Elle connaissait trop bien les déséquilibres sociaux, les relations biaisées par l'argent, le besoin inconscient de certaines personnes aisées de se sentir utiles ou généreuses, même quand leurs gestes relevaient davantage d'un besoin de rédemption personnelle que d'une vraie empathie. Pourtant, rien dans l'attitude de Guillaume ne semblait guidé par la pitié. Il n'avait rien offert, rien imposé. Il avait seulement partagé un moment, ouvert sa porte et laissé à Manon le soin de remplir le silence de ses mots d'enfant. La journée se déroula lentement, les commerces restaient fermés, les rues étaient désertes et même les transports fonctionnaient au ralenti. Élodie décida de ne pas sortir. Elle passa du temps avec sa fille, qui ne cessait de parler de la maison, des décorations, du chocolat chaud dans des tasses épaisses et de la boîte à musique qu'elle avait fait tourner 3 fois avant que la mélodie ne s'arrête. Chaque détail restait vif dans sa mémoire. À ses yeux, la soirée avait été un conte simple, sans prince ni magie, mais rempli d'images qui resteraient ancrées longtemps. En fin d'après-midi, alors que le ciel se teintait de gris plus dense, le téléphone d'Élodie vibra. Un message court signé « GD ». Merci encore. Je serai à la maison ce soir. Si jamais Manon souhaite revoir la boîte à musique, vous êtes les bienvenus. Elle resta figée un instant puis verrouilla l'écran. Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas encourager un lien qu'elle ne comprenait pas encore. Elle n'avait pas peur de lui,
mais elle craignait ce que cette relation pouvait représenter. Une intrusion dans une vie qu'elle avait patiemment organisée, protégée du tumulte extérieur. Mais le lendemain, contre toute attente, elle reçut un nouveau message. Plus direct. « Je vous dois un vrai merci. Pas pour la clé, mais pour votre calme. J'aimerais vous offrir une vraie boisson chaude, cette fois dans la journée. Sans surprise. Vous me diriez non si c'était déplacé ?» Elle hésita longuement. Puis au lieu d'ignorer, elle écrivit simplement « À condition que ce soit en plein jour et sans chauffeur, un café dans un endroit neutre. » Il répondit aussitôt « Marché conclu. Vous choisissez le lieu. » Elle opta pour un petit café de quartier à proximité d'un marché couvert. Un endroit modeste, fréquenté surtout par des retraités et des familles du coin, où elle se sentait à l'aise. Lorsqu'il arriva, en jean et manteau gris foncé, il ne détonnait pas. Aucun signe extérieur de richesse, aucune escorte. Il salua la serveuse avec un naturel qui déstabilisa Élodie. Il prit place en face d'elle, commanda un thé noir et sourit. « Merci d'être venu. Je n'aime pas les zones floues, » répondit-elle simplement. Alors autant clarifier les choses. Il acquiesça sans se vexer. « Bien, alors clarifions. » Elle ne souriait pas. Elle le regardait avec attention. « Pourquoi moi? Pourquoi Manon? Pourquoi ce besoin soudain de faire entrer des inconnus dans votre vie privée ?» Il prit une gorgée de thé, réfléchit une seconde. « Parce que je ne vous vois pas comme des inconnus, et parce que vous êtes exactement ce que j'ai perdu de vue depuis longtemps. » Elle arqua un sourcil. « Et qu'est-ce que vous croyez avoir perdu? Le réel, l'authentique, ce qui ne se monnaie pas, ce que les chiffres n'expliquent pas. » Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, le jaugeant toujours. « Et vous espérez retrouver ça à travers moi? À travers ma fille? Ce n'est pas un peu commode ?» Il ne se défendit pas. Il haussa les épaules. « Peut-être, mais je ne veux rien acheter. Ni votre histoire, ni votre bienveillance, ni votre attention. Je veux juste observer, comprendre, pas imposer quoi que ce soit. » Il sortit un carnet de sa poche, griffonné de notes manuscrites. « Je note beaucoup, depuis des années. Idées, impressions, conversations. Et parfois, une rencontre me donne une perspective, pas pour un article ni pour un projet, juste pour moi. » Elle ne répondit pas immédiatement. Le serveur apporta leur commande. Ils burent en silence quelques instants. « Si c'est une étude sociologique, je ne suis pas un bon échantillon, dit-elle enfin. Je suis juste une mère célibataire qui fait ce qu'elle peut. C'est exactement ce que je veux comprendre. Comment on fait pour juste faire ce qu'on peut, sans sombrer, sans perdre l'équilibre? Parce que vous tenez debout. Et ça, c'est une leçon que personne autour de moi ne sait m'apprendre. » Élodie détourna les yeux. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la regarde ainsi, avec cette attention précise, presque respectueuse. La plupart des gens ne la voyaient pas. Elle faisait partie du décor, des silhouettes de l'ombre. Ils terminèrent leur boisson sans précipitation. Avant de partir, Guillaume proposa de les raccompagner, mais elle refusa. Il n'insista pas. En sortant du café, il lui tendit une carte. Ce n'est pas une carte de visite. C'est un numéro direct. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Elle prit la carte sans rien promettre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élodie trouva Manon en train de colorier une nouvelle version de la maison aux lumières. Cette fois, elle y avait ajouté un petit personnage dessiné à part portant une écharpe. Elle l'avait nommé Monsieur G. Et pour la première fois, Élodie sentit que quelque chose, très doucement, venait d'être déplacé dans sa vie. Rien de magique, mais quelque chose de concret. Une porte entr'ouverte dont elle seule décidait si elle resterait ainsi. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange équilibre. Élodie retourna à son travail dès la réouverture de l'entreprise, reprenant ses habitudes avec rigueur, mais son esprit restait encombré par les événements récents. Le souvenir de la maison de Guillaume, les échanges au café, les regards posés sur elle sans jugement, tout cela persistait, accrochait sa pensée comme un fil invisible qu'elle ne pouvait pas rompre. Pourtant, elle se montra discrète, évitant toute démonstration, conservant dans son attitude une retenue volontaire. Elle n'avait rien demandé et ne voulait pas encourager d'attentes qu'elle ne comprendrait pas. Elle se contentait de vivre, de travailler, de protéger le quotidien de sa fille. Guillaume, de son côté, n'insista pas. Il n'envoya aucun message, ne tenta aucune visite. Il semblait comprendre qu'une certaine distance était nécessaire, mais cette absence de pression n'effaçait pas sa présence,
bien au contraire. Il restait une silhouette en arrière-plan, discrète mais constante, comme une proposition suspendue dans le temps. Ce n'était pas une approche romantique, ni une tentative déguisée. C'était quelque chose d'autre, plus complexe, moins défini. Un matin, alors qu'Élodie nettoyait les couloirs du 3e étage du siège, elle croisa Guillaume par hasard. Il marchait seul, un dossier sous le bras, sans son habituel entourage de collaborateurs. Lorsqu'il l'aperçut, il ralentit légèrement puis s'arrêta. « Bonjour Élodie, comment allez-vous » Elle redressa la tête, surprise d'entendre son prénom dans cet environnement où elle était habituellement invisible. Elle répondit simplement « Je vais bien, merci. Et vous ?»« Plutôt bien. J'espère que Manon a pu profiter un peu des derniers jours. » « Elle parle encore du sapin géant », souffla-t-elle avec un sourire discret. Il hocha la tête, sincèrement touché. Elle est pleine d'imagination. Elle m'a laissé un souvenir inoubliable. Elle ne sut quoi répondre. Ils restèrent ainsi quelques secondes, dans un silence ni lourd ni gênant. Puis il reprit sa marche. Elle, de son côté, continua son travail, mais cette rencontre inattendue lui laissa une sensation persistante. Un écho de proximité dans un espace professionnel où elle n'avait jamais eu sa place autrement qu'en uniforme. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel sur son portable. Le numéro était inconnu. En décrochant, elle entendit la voix de Guillaume, un peu plus hésitante que d'habitude. « Je sais que je prends un risque, mais j'aimerais vous proposer quelque chose. J'ai quelques affaires à classer dans la maison de ma mère. Elle est vide depuis longtemps, mais j'ai décidé de m'en occuper enfin. Et j'aimerais que vous m'accompagniez. Pas pour faire le ménage, rassurez-vous, juste pour parler, pour avoir un regard extérieur. J'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas impliqué, quelqu'un de sincère. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais je me suis dit que peut-être... » Élodie prit un moment avant de répondre. L'idée lui semblait à la fois étrange et compréhensible. Elle ne savait pas exactement pourquoi il faisait appel à elle, mais il n'y avait rien dans sa demande qui sonnait faux. Elle accepta à sa propre surprise. Ils se retrouvèrent un dimanche après-midi devant une maison en périphérie de Lyon, dans un quartier résidentiel sans prétention. La façade était un peu défraîchie, les volets fermés, le jardin mal entretenu. Rien de comparable à la résidence luxueuse de Guillaume. Cette maison avait une histoire plus ancienne, plus modeste. Il ouvrit la porte d'un geste simple, sans cérémonial. À l'intérieur, l'air était froid, chargé de poussière et de souvenirs figés. Ils avancèrent lentement à travers les pièces, sans parler au début. La cuisine était restée telle qu'elle avait dû être il y a des années, avec des bocaux encore étiquetés, des rideaux à fleurs pâlis par le temps, et un calendrier de l'année précédente accroché au mur. Le salon contenait encore un canapé au motif démodé, des étagères pleines de livres, et une table basse encombrée de vieux magazines. Guillaume brisa le silence en montrant une photo encadrée sur une commode. « C'est ma mère. Elle n'aimait pas être prise en photo, mais celle-là, elle l'avait acceptée. Elle avait fait le ménage toute la matinée. Elle était épuisée, mais elle souriait. C'était rare. » Élodie regarda la photo sans rien dire. La femme semblait forte, les traits tirés mais dignes. Une femme ordinaire, fatiguée mais debout. Elle nettoyait des bureaux comme vous. Elle disait que les endroits les plus propres sont ceux dont personne ne parle. C'est une vérité que j'ai mise longtemps à comprendre. Il se tourna vers Élodie. « Vous me l'avez rappelé. Pas physiquement, mais dans votre manière d'être, dans votre silence. Elle aussi, elle faisait ce qu'il fallait, sans jamais se plaindre. Elle n'a jamais demandé quoi que ce soit, même quand elle aurait dû. » Ils s'assirent dans le salon. Il y avait une pile de boîtes à trier. Guillaume commença à en ouvrir une, montrant des carnets, des lettres, des objets anodins. Il en sortit une vieille carte postale, la relut en silence, puis la tendit à Élodie. « Lisez ça. » Elle prit la carte, l'examina. L'écriture était tremblante. C'était une correspondance d'un ami d'enfance, visiblement fâché, accusant Guillaume d'avoir trahi ses origines, de s'être coupé de tout, de ne plus être que l'ombre de lui-même. Les mots étaient durs, presque violents. « Il n'a pas tort, » murmura Guillaume. « J'ai grimpé si vite, j'ai tout laissé derrière. Pas par mépris, par peur. Peur de redescendre, peur d'être vu comme un imposteur. Alors j'ai coupé les ponts. J'ai même oublié cette maison pendant des années. » Élodie reposa la carte, réfléchissant à ce que cela voulait dire. « Et vous croyez que nous, moi et Manon, on est là pour réparer ça ?» Il secoua la tête. « Non, vous n'êtes pas un pansement.
Vous êtes un rappel, une preuve que la dignité existe encore dans la simplicité, que le monde n'est pas seulement fait de performances et d'acquisitions. Vous ne me devez rien, mais vous me ramenez à quelque chose d'essentiel. » Ils restèrent un moment en silence. La lumière baissait peu à peu, dessinant des ombres longues sur le sol. Guillaume alluma une lampe, chercha un carnet et l'ouvrit. Elle écrivait tout. Des listes, des pensées, des réflexions. J'ai retrouvé des dizaines de pages. Et dans une, elle écrivait « Le jour où mon fils comprendra que les gens simples sont les seuls à dire la vérité sans la travestir, alors il ne sera plus seul. » Il referma le carnet. Élodie n'avait rien à ajouter. Tout avait été dit. Pas besoin de discours, pas besoin de promesses. Ce jour-là, dans cette maison pleine de souvenirs, un fil s'était noué. Pas un lien spectaculaire, juste une reconnaissance silencieuse entre deux personnes que rien n'aurait dû rapprocher. Mais que la vie parfois place côte à côte, comme une réponse inattendue à des questions que l'on n'ose plus formuler. Quelques jours après leur passage dans l'ancienne maison maternelle, Élodie fut de nouveau invitée chez Guillaume, cette fois sur une initiative de Manon, qui avait supplié sa mère de retourner voir la grande boîte à musique et de goûter encore au chocolat de Monsieur G. L'excuse était enfantine, mais Élodie sentit que ce retour ne serait pas anodin. Elle accepta, avec cette prudence toujours présente, bien décidée à rester en observation. Guillaume n'avait jamais dépassé la limite du respect, mais il restait un homme de pouvoir, et elle connaissait la nature instable des dynamiques sociales dès que les frontières se floutaient. Lorsqu'elles arrivèrent à la demeure, il les accueillit avec la même simplicité que la première fois. Manon courut presque jusqu'au salon, déjà familière des lieux, tandis qu'Élodie retirait son manteau sans se départir de sa réserve. Le salon était décoré avec un goût toujours sobre, le feu crépitait dans la cheminée et l'odeur du pain d'épices flottait dans l'air. Guillaume proposa à Élodie de lui faire visiter une partie de la maison qu'elle n'avait pas encore vue, une petite aile transformée en bibliothèque. Il lui expliqua qu'il y conservait des documents, des lettres, des souvenirs personnels, mais aussi des archives de l'entreprise, dont certains remontaient à l'époque de sa fondation par son grand-père. La pièce, en effet, respirait un autre temps. Des étagères mur à mur, des boîtes étiquetées soigneusement, des classeurs alignés et une table de travail couverte de papier. Guillaume s'absenta un moment pour aller chercher une boîte contenant de vieux croquis industriels. Pendant qu'il était parti, Élodie, prise par une sorte de malaise diffus, se dirigea vers les toilettes situées dans le couloir. En ouvrant la porte du petit cabinet attenant, elle remarqua immédiatement une corbeille à papier trop remplie. L'un des papiers, déchiré mais encore lisible, attira son attention. C'était un billet manuscrit, déchiré en deux. L'écriture lui parut familière. C'était celle de Guillaume. Elle hésita, puis sans intention de trahison, mais poussée par une inquiétude sourde, ramassa les deux morceaux principaux. Elle ne lut pas tout de suite. Ce n'est qu'en revenant dans la bibliothèque, alors que Guillaume était encore en train de fouiller dans une pièce adjacente, qu'elle assembla les fragments du message. Ce qu'elle lut lui glaça momentanément le sang. Le texte commençait par une interpellation. « Tu passes ton temps à ignorer ce que tu es. Tu fais semblant d'oublier d'où tu viens. Ce n'est pas la réussite qui t'a éloigné, c'est ta honte de ton propre passé. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec ceux qui te rappellent ce que tu étais. Mais un jour, cette façade te lâchera, et tu seras forcé de regarder la vérité en face. » La signature était illisible, mais la colère contenue dans les lignes ne laissait aucun doute sur la sincérité du message. Élodie sentit une montée d'inconfort. Ce billet n'était pas un banal mécontentement. C'était une attaque personnelle, visiblement venue d'un proche, peut-être même un ami de longue date ou un membre de la famille. Le ton accusateur trahissait une blessure profonde. Elle comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas un simple échange entre deux mondes que tout oppose. Il y avait derrière tout cela un nœud plus complexe, une tentative de réconciliation avec une identité éclatée, brisée, que Guillaume semblait chercher à recomposer pièce par pièce. Quand il revint souriant, les bras chargés d'archives, elle rangea discrètement les morceaux du billet dans sa poche. Elle n'avait pas le droit de les emporter, mais elle ne pouvait pas non plus faire comme si elle n'avait rien vu. Elle l'observa en silence pendant qu'il posait les boîtes sur la table, puis le regarda dans les yeux avec une franchise inhabituelle. « Vous avez reçu des mots très durs récemment. Quelqu'un vous reproche de ne plus être celui que vous étiez. » Il leva les yeux vers elle, surpris. Puis son regard se fixa, légèrement troublé.
Vous avez lu quelque chose? Ce n'était pas intentionnel, mais je suis tombé dessus. Un silence pesant s'installa. Il détourna le regard, visiblement tendu. Ce fut la première fois qu'elle le vit perdre, même brièvement, cette assurance tranquille qu'il affichait toujours. Il s'assit, les épaules légèrement affaissées. C'est un ancien ami, d'enfance. On a grandi ensemble dans un quartier difficile. Il m'a vu faire mes premiers pas, tomber, me relever. Quand j'ai commencé à réussir, il m'a soutenu. Et puis, quand j'ai pris de la distance, il a pris ça comme une trahison. Il n'a jamais compris que ce n'était pas contre lui. C'était un besoin de survie. J'ai coupé, oui, trop vite, trop brutalement. Et aujourd'hui, vous cherchez à réparer? À revenir en arrière? Il secoua la tête. Non, on ne revient jamais en arrière. Je veux juste comprendre si je suis devenu l'homme qu'il déteste, ou si je suis encore capable de me souvenir de celui que j'étais, sans honte. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, puis dit d'un ton neutre, « Vous êtes venu chez moi en prétendant vouloir récupérer une clé, mais cette clé n'était qu'un prétexte. » « Oui, » admit-il sans détour, « je voulais voir si ce lien que j'ai volontairement rompu avec mon passé pouvait se renouer autrement. Pas avec lui. Avec quelque chose qui lui ressemble. Vous, votre fille, ce que vous représentez, ce que j'ai fui mais que je respecte profondément. » Élodie se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, observa le jardin éclairé par la lumière hivernale. Sa voix, lorsqu'elle reprit, était calme mais ferme. « Je ne suis pas une métaphore. Je ne suis pas un symbole de votre rédemption. Je suis une femme, avec un quotidien, avec des efforts que personne ne voit. Je ne veux pas devenir un miroir pour vos remords. » Il acquiesça sans protester. « Je comprends, et je ne vous demande rien, juste de continuer à être là. Parce qu'à travers vous, je réapprends ce que j'ai oublié, qu'on peut rester digne, même sans posséder, qu'on peut être vrai sans être visible. » Elle hocha la tête sans répondre. Ce jour-là, sans le chercher, elle avait découvert une faille, une tension intérieure qui dépassait leurs échanges. Le billet déchiré n'était pas un incident. Il révélait l'essence même de cette relation improbable. La rencontre entre deux solitudes, forgées dans des mondes opposés, cherchant un terrain commun sans l'avouer. Élodie savait désormais que rien de ce qu'elle vivait avec Guillaume n'était anodin. Chaque geste, chaque mot portait le poids d'une reconstruction silencieuse. Et c'est dans cette lucidité qu'elle décida, sans mots, de rester encore un peu. Pas pour lui, mais pour observer jusqu'où ce dialogue étrange pouvait aller. Les jours qui suivirent furent d'un calme trompeur. Élodie reprit son rythme habituel entre le travail, les trajets et l'attention portée à Manon. Elle continuait à vivre sans extravagance, mais avec une vigilance accrue. Chaque moment passé avec Guillaume, chaque détail observé dans ses gestes, ses silences, ses choix de mots, tout révélait une complexité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas simplement un homme riche en quête de sens, ni un dirigeant en mal de reconnaissance. C'était un homme brisé à sa manière, par un passé qu'il n'avait jamais vraiment affronté, et dont elle devenait, malgré elle, le témoin. Un matin, alors qu'elle finissait de nettoyer une salle de réunion avant l'arrivée des cadres, elle reçut un message court de Guillaume. « Puis-je vous parler ce soir, chez moi? Ce n'est pas pour Manon, c'est pour moi. » La formulation l'intrigua. Elle ne répondit pas tout de suite, mais le soir venu, après avoir couché sa fille, elle se rendit seule à la maison de Guillaume. Il l'attendait dans la pièce à vivre, un dossier sur la table, visiblement nerveux. « Merci d'être venu, » dit-il en lui ouvrant la porte. « Je ne savais pas à qui d'autre parler. » Elle entra, s'installa dans le fauteuil face à lui et attendit. Il n'y eut pas de préambule. Il ouvrit le dossier et en sortit une photo. On y voyait deux enfants, sales, maigres, souriants, assis sur un trottoir. Il la posa entre eux. Celui de gauche, c'est moi. L'autre, c'est David. On a grandi ensemble dans la même cité. On partageait tout, les repas, les secrets, les colères. Il avait un frère en prison et une mère alcoolique. Moi, j'avais une mère qui se tuait au travail et un père qui a disparu avant mes 8 ans. On formait une équipe. On s'était juré qu'on ne se trahirait jamais. Il sortit une deuxième photo plus récente. Cette fois, on voyait David adulte, le regard dur, un visage fermé, marqué par les années. Il avait l'air d'un homme qui portait tout un monde sur ses épaules. Il m'a envoyé cette photo l'année dernière, avec un mot. Il disait « Regarde ce que je suis devenu pendant que tu faisais des conférences sur l'innovation. » C'était sec, brutal. Il me reproche d'avoir fui.
Ils pensent que j'ai tourné le dos à ceux qui m'ont aidé à survivre. Élodie observa les photos en silence, puis elle demanda « Vous avez répondu ?» Non, je n'ai pas su quoi dire. Il a raison d'une certaine manière. Quand j'ai intégré l'école de commerce, j'ai coupé les ponts. Je ne voulais pas que mon passé me suive. J'avais peur que ça freine ma progression, que ça me colle à la peau. Alors j'ai changé de numéro, déménagé, évité les réunions de quartier. Ma mère ne disait rien, mais je sentais sa tristesse. Et maintenant, vous regrettez? Je ne sais pas si c'est du regret. C'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas revenir, mais je peux peut-être rétablir un pont. Pas avec David, il me déteste trop, mais avec moi-même, avec cette partie de moi que j'ai voulu effacer. Il marqua une pause, puis poursuivit. Quand je vous ai vu dans mon bureau ce matin-là en train de nettoyer, sans chercher à attirer l'attention, avec votre calme, votre précision, j'ai ressenti une secousse. Vous ne me regardiez pas comme les autres. Vous n'attendiez rien de moi. Et votre fille, elle a cette lumière que j'ai perdue depuis longtemps. Je ne veux pas faire de vous une solution. Je sais que ce n'est pas votre rôle, mais je ne peux pas ignorer ce que ça a réveillé en moi. Élodie croisa les bras. Elle comprenait mieux maintenant. Ce n'était pas une histoire de sauvetage ou de charité, c'était une tentative de reconstitution. Guillaume cherchait, dans leur présence, un miroir non pas pour se rassurer, mais pour se confronter. Elle se leva et marcha lentement dans la pièce, les mains dans les poches. « Vous avez laissé cette clé dans mon sac volontairement, n'est-ce pas ?»« Oui, je voulais voir ce que vous en feriez. C'était une sorte de test idiot. Mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Ce qui compte, c'est que j'ai compris que vous ne jouez aucun jeu, vous êtes vrai. Et moi, je ne le suis plus depuis longtemps. Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ?» Il la regarda, les yeux fatigués mais sincères. « Rien. Seulement que vous restiez dans mon champ de vision. Que vous continuiez à exister, comme vous êtes. Que Manon continue à parler sans filtre. Ça me rappelle que le monde n'est pas entièrement perverti, que tout n'est pas stratégie. » Élodie reprit sa place. Elle observa le feu dans la cheminée, le léger crépitement du bois. « Vous cherchez un témoin silencieux de votre réapprentissage, quelqu'un qui soit là sans jouer de rôle. Je peux faire ça, mais à une condition, que vous ne confondiez jamais ce lien avec une dette. Vous ne me devez rien, et je ne vous dois rien. D'accord. Et si un jour vous recommencez à fuir, je partirai sans prévenir. Je n'ai pas le luxe de m'attacher à ce qui peut disparaître du jour au lendemain. Je ne vous demanderai pas de rester. Je vous demanderai seulement de continuer à être honnête. C'est déjà énorme. » Qu'ils restèrent là encore un moment, à partager ce que peu de gens peuvent se permettre. Une conversation sans but précis, sans objectif immédiat, mais chargée de sens. Dans ce salon, entre deux mondes, deux histoires s'entremêlaient, sans promesse, sans futur défini, mais avec une présence réelle. Et c'était peut-être ce dont Guillaume avait le plus besoin. Quelqu'un qui ne vienne pas pour combler un vide, mais simplement pour montrer qu'il existait autre chose que les regrets. Autre chose que la culpabilité. Une forme de vérité tranquille, portée par une femme qui n'avait jamais rien eu à prouver, mais dont la simple existence suffisait à rappeler à un homme perdu ce qu'il avait cessé d'écouter depuis trop longtemps. Il était un peu plus de 23 heures lorsque Guillaume proposa à Élodie de rester encore quelques instants, le temps de prendre une dernière boisson chaude. L'atmosphère de la maison était toujours aussi feutrée, presque immobile. Le feu dans la cheminée jetait ses dernières braises, et le silence s'imposait comme un langage en soi, une forme de communication qu'aucun mot ne pouvait égaler. Élodie, assise dans le fauteuil, observait la pièce sans réellement la regarder. Elle sentait que quelque chose allait venir. Il y avait dans la posture de Guillaume une tension nouvelle, comme s'il cherchait à organiser mentalement ce qu'il s'apprêtait à dire. Il s'éloigna un instant vers la cuisine, revint avec 2 tasses de thé noir et s'installa face à elle. Il ne parla pas tout de suite. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'il brisa le silence. « Je vais être direct. Ce que je vais vous dire n'a rien d'un geste de charité ni d'un caprice. Je ne veux ni acheter votre gratitude, ni vous forcer à quoi que ce soit. Mais j'y ai réfléchi longuement, et je veux vous faire une proposition. » Élodie ne bougea pas. Elle se contenta de l'écouter, le regard ancré dans le sien. Elle connaissait cette formulation. Elle l'avait entendue tant de fois, dans d'autres contextes, d'autres bouches. Sauf que cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir avant d'avoir entendu. Manon est une petite fille intelligente, vive, curieuse. Elle mérite une éducation à la hauteur de son potentiel. J'ai des contacts dans une école bilingue privée. Rien de luxueux dans le sens ostentatoire,
mais une structure solide, exigeante, où elle pourra s'épanouir. Je veux financer sa scolarité. Il laissa passer un silence pour lui permettre de réagir. Mais Élodie restait impassible. Il continua. Et vous êtes compétente, rigoureuse, attentive. Je le sais. Je l'ai vu. Je veux vous proposer un poste au sein de l'entreprise. Pas comme femme de ménage, comme coordinatrice d'équipe. Vous avez l'expérience du terrain. Vous savez comment les choses fonctionnent à la base. Ce poste est vacant. Il nécessite quelqu'un qui sache à la fois gérer et comprendre les réalités du travail invisible. Vous seriez parfaite. Elle n'eut aucune réaction immédiate. Pas une mimique, pas un mouvement de main. Elle fixait toujours son interlocuteur comme si elle cherchait à vérifier chaque mot, chaque intention, chaque fausse note. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était posée. « Pourquoi maintenant ?» Il baissa légèrement les yeux. « Parce que maintenant je suis prêt à le faire sans me sentir supérieur. Je vous ai observé. J'ai vu votre manière d'agir, de parler à votre fille, de faire votre travail sans vous plaindre. Et j'ai compris que c'est moi qui avais besoin d'apprendre, pas vous. Ce que vous me proposez, dit-elle lentement, c'est une bascule complète de ma vie. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Vous parlez d'opportunité. Moi, j'entends bouleversement. Il acquiesça. Je sais, et je ne vous demande pas de décider ce soir. Je voulais seulement que vous sachiez. Je ne veux pas vous placer dans une situation où vous auriez l'impression de devoir me remercier. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. Vous avez tenu debout pendant des années, seul. Ce n'est pas un hasard si c'est vous que j'ai remarqué. Et ce n'est pas par pitié que je vous fais cette offre. C'est parce que vous avez la compétence, la stabilité, la force que je cherche dans un poste clé. Élodie se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers lui. Et si je refuse ? Si je vous dis que je préfère rester à ma place, que je n'ai pas besoin de ce que vous appelez une chance, alors je respecterai votre choix. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas une dette, ce n'est même pas un projet à long terme. C'est une ouverture, et vous êtes libre d'y entrer ou non. Elle respira profondément. Une partie d'elle était tentée, pas pour la reconnaissance, pas pour le confort, mais pour Manon. Elle savait que l'avenir de sa fille passerait par l'éducation, l'accès à d'autres mondes, d'autres langues, d'autres perspectives. Mais une autre partie d'elle restait méfiante. Elle avait trop vu, trop entendu, trop subi pour céder sans réflexion. Et puis il y avait cette crainte sourde d'être absorbée, d'être redevable sans l'avoir voulu. Elle reprit la parole avec prudence. « Je vais y réfléchir, mais pas seule. Je vais en parler avec Manon. Ce n'est pas qu'une question d'école, c'est une question de cadre de vie, de rythme, de valeur. Et si je dis non, je veux que vous ne reveniez pas là-dessus. Pas d'insistance, pas de tentative de me convaincre. Si vous me respectez, vous accepterez ma décision quelle qu'elle soit. » Il hocha la tête sans chercher à argumenter. « C'est noté. Je n'attends pas de réponse immédiate. Je voulais seulement que ce soit dit, clair, sans ambiguïté. » Elle termina sa tasse, remit son manteau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Je vous remercie de ne pas avoir utilisé le mot « avenir ». Je préfère les choses concrètes, pas les promesses. » Il sourit brièvement. « Alors je vous promets seulement que vous resterez libre, toujours. » Elle sortit, sans ajouter un mot. Dans le froid de la nuit, le vent soufflait doucement, emportant les bruits de la ville. Elle rentra chez elle à pied, prenant le temps de faire le vide. Elle n'avait pas encore décidé. Elle ne voulait pas se précipiter. Elle voulait peser, scruter, comprendre. Ce n'était pas une question de peur, c'était une question de conscience. Elle savait que ce type de moment pouvait tout redéfinir. Mais elle voulait que, si cela devait arriver, cela vienne d'elle, et seulement d'elle. Le matin du 26 décembre s'annonçait comme les autres, froid, silencieux, ordinaire. Dans l'appartement encore plongé dans la pénombre, Élodie ouvrit les yeux sans hâte. Elle se leva sans faire de bruit, laissant Manon dormir un peu plus. La nuit avait été courte, mais pas agitée. Elle avait passé des heures à tourner dans son lit, repassant mentalement chaque mot échangé avec Guillaume, chaque nuance, chaque inflexion. La proposition qu'il lui avait faite la veille continuait à résonner en elle, comme un écho difficile à contenir. Elle se prépara un café, s'assit à la petite table de la cuisine et fixa la fenêtre embuée. Ce n'était pas la peur qui l'habitait, ni même le doute. C'était un besoin profond de comprendre ce qu'un tel changement impliquerait vraiment. Elle connaissait les pièges des bonnes intentions.
Elle savait combien une promesse, même sincère, pouvait se transformer en attente, en dépendance, en dette invisible. Elle n'avait jamais voulu de dette. Toute sa vie, elle s'était construite sur l'autonomie, sur cette fierté silencieuse de ne devoir sa stabilité qu'à ses propres forces. Manon apparut peu après, les cheveux en bataille, serrant contre elle sa peluche préférée. Élodie lui servit une tartine grillée et l'observa manger en silence. La petite semblait sereine, insouciante, mais Élodie savait que sous cette surface, sa fille percevait beaucoup plus qu'on ne le pensait. Elle avait cette sensibilité propre aux enfants qui vivent dans des milieux tendus, la capacité à lire entre les lignes, à sentir les non-dits. « Maman, il était gentil, le monsieur d'hier. Il veut vraiment que j'aille dans une nouvelle école ?» Élodie hocha doucement la tête. « Oui. Il pense que tu pourrais apprendre plus de choses, dans un endroit différent. Mais ce serait un grand changement. Il faudrait se lever plus tôt, aller plus loin, peut-être rencontrer des enfants très différents. Est-ce que toi, tu veux que j'y aille ?» La question, posée sans artifice, frappa Élodie de plein fouet. Elle réalisa alors que sa réponse ne pouvait pas venir de la peur, ni de l'orgueil. Elle devait venir d'un choix assumé, honnête, équilibré. « Ce que je veux, c'est que tu sois bien, que tu apprennes, que tu t'amuses aussi, mais surtout que tu restes toi-même. » Manon termina sa tartine, puis alla chercher ses crayons de couleur. Elle commença à dessiner sans dire un mot. Élodie, elle, resta là, immobile. Vers 10 heures, elle prit son téléphone, chercha le numéro de Guillaume et lança l'appel. « Allô ?» dit-il après quelques secondes. « J'ai réfléchi, et j'ai une réponse. Ce n'est pas non, mais ce n'est pas un oui non plus. Je veux poser une condition. Je vous écoute. Si vous voulez vraiment faire partie de notre vie d'une manière ou d'une autre, vous devez commencer par nous connaître vraiment. Pas ici, pas dans votre maison, pas dans des lieux choisis par vous, mais dans les miens. Je veux vous rencontrer comme une personne normale, sans chauffeur, sans costume, sans code. Vous voulez me proposer un poste? Très bien. Mais avant, je veux que vous veniez me rejoindre au marché de mon quartier. Un samedi matin. On prendra un café en terrasse, on parlera. Pas de contrat, pas de proposition, juste deux adultes qui échangent. Il mit quelques secondes avant de répondre. D'accord. Ce samedi? Oui. 8h30. Place Saint-Louis. Il y a une petite boulangerie avec 3 tables. Je serai là. Si vous ne venez pas, je considérerai que vous avez changé d'avis et je passerai à autre chose. Je viendrai. Alors, à samedi. Elle raccrocha. Elle ne souriait pas, ne se sentait pas victorieuse, mais elle sentait une forme de cohérence. Elle venait de reprendre la main. Elle ne voulait pas être intégrée à une structure qu'elle n'avait pas choisie. Elle voulait que, si quelque chose devait naître de cette rencontre improbable, cela se fasse à partir d'un terrain commun, dénué d'avantages et d'illusions. Les jours qui suivirent furent marqués par une attente contenue. Elle ne dit rien à personne, continua son travail comme à l'habitude, prit soin de Manon, s'occupa de l'appartement. Mais intérieurement, elle se préparait. Elle voulait que cette rencontre soit le reflet exact de ce qu'elle était, sans artifice, sans calcul. Elle ne mettrait pas de vêtements particuliers, ne changerait rien à sa routine. Ce serait un samedi comme les autres, sauf que ce samedi-là, quelqu'un allait devoir sortir de son monde pour entrer dans le sien. Le jour venu, elle arriva à la place Saint-Louis à 8h15. Le marché s'installait lentement. Les marchands déployaient leurs étals, les paniers en osier passaient d'une main à l'autre, les parfums de fruits, de fromage, de pain chaud emplissaient l'air humide. Elle s'installa à l'une des tables de la petite boulangerie, commanda un café noir et attendit. À 8h30 précise, Guillaume apparut. Il portait un manteau simple, un jean et des chaussures usées. Il n'avait pas de téléphone à la main, pas de garde du corps, pas de signe distinctif, juste lui. Il la vit, s'approcha sans hésiter et s'assit en face d'elle. « Bonjour. »« Bonjour. Vous aviez raison. Ce marché a quelque chose de vivant. C'est agréable. Ce n'est pas là qu'on signe des contrats, mais c'est là qu'on se regarde dans les yeux. » Il sourit. Ils restèrent ainsi, à discuter 1 heure durant. Ils parlèrent de tout sauf de travail, de leurs mères respectives, de leur façon d'envisager l'éducation, des injustices ordinaires, des jours de pluie, des files d'attente à la CAF. Ils parlèrent sans tension, sans protection. Et lorsqu'il se leva pour partir, il dit simplement « Merci, j'ai compris ce que vous vouliez dire. À partir d'ici, je marcherai au même niveau que vous.
Pas un mètre devant, pas un mètre derrière. Elle acquiesça. Elle n'avait pas encore décidé. Mais pour la première fois, elle envisageait la possibilité de dire oui. Parce que ce oui, désormais, ne serait plus une soumission. Ce serait un choix, un vrai. Les semaines qui suivirent cette matinée sur la place Saint-Louis marquèrent un tournant subtil mais profond dans la vie d'Élodie. Rien ne changea radicalement d'un jour à l'autre, mais une nouvelle dynamique s'installa, comme une mécanique lente qui commençait à trouver son rythme. Guillaume ne rappela pas immédiatement. Il respecta le silence qu'elle avait exigé, ne cherchant pas à hâter les choses. Il comprit que, pour elle, toute précipitation serait interprétée comme une tentative de contrôle. Et lui, pour la première fois depuis longtemps, acceptait de ne pas maîtriser la suite. C'est Élodie, une semaine plus tard, qui lui envoya un message. Simple, direct. « Samedi, Parc Blandane, vers 10 heures, si vous êtes libre. » Il répondit sans ajouter un mot de trop. « J'y serai. » Ils commencèrent à se voir ainsi, dans des lieux ordinaires, à des heures choisies par elle sans motifs explicites. Pas de projets évoqués, pas de décisions pressantes. Chaque rencontre ressemblait à un moment suspendu entre deux responsabilités, comme une parenthèse dans leur vie respective. Ils parlèrent de sujets concrets, du coût des cantines scolaires, des augmentations des loyers, des petits gestes qu'on oublie dans les grandes structures. Guillaume écoutait plus qu'il ne parlait. Élodie observait sans juger. Manon s'habituait, elle aussi. Elle n'appelait pas Guillaume par son prénom, mais par un sobriquet venu naturellement, Tonton G. C'était elle qui le lança un jour en jouant dans le square du quartier lorsqu'il était venu leur apporter une boîte de jeux de construction. Le nom resta. Guillaume ne fit rien pour le corriger. Il semblait même touché. Ce surnom n'avait rien d'ironique, mais tout d'affectueux. Et sans jamais avoir été officiellement invité, il commença à apparaître dans leurs routines les plus simples. Il accompagna Élodie au supermarché du coin, la regarda comparer les prix, la vit refuser certains produits par souci d'économie. Il l'aida à réparer une chaise bancale dans la cuisine, s'assit parfois à la table pendant que Manon faisait ses devoirs. Il l'écouta réciter une poésie, l'encouragea sans condescendance. Élodie restait vigilante, mais elle commençait à admettre qu'il n'était pas là pour exhiber sa générosité ou se faire valoir. Il était là pour apprendre à être présent sans se faire remarquer. Et ça, elle n'aurait jamais cru cela possible venant d'un homme comme lui. Elle finit par accepter le poste. Pas immédiatement, pas dans un bureau. Elle l'annonça un dimanche matin, assise avec lui sur un banc du parc. Elle dit « Je prends le poste, mais à mes conditions. Pas de privilèges, pas de traitement différencié. Et je veux que les équipes soient informées de manière transparente. » Il accepta tout sans discuter. Elle débuta en janvier dans un local annexe de l'entreprise sans signalement particulier. Elle se fit discrète mais efficace. Rapidement, ses capacités de coordination, son sens du terrain, sa capacité à parler aux agents de nettoyage sans formule creuse lui valurent le respect de ceux qui, jusque-là, la voyaient comme une invisible. Elle continua à vivre dans le même quartier, refusa la proposition d'un logement plus grand. Elle expliqua simplement « Ce n'est pas une question d'espace, c'est une question de repère. Ici, Manon a ses habitudes, et moi, je garde les pieds au sol. » Guillaume comprit. Il arrêta de suggérer. Il observa, apprit à adapter sa façon de penser. Lui qui avait dirigé des centaines d'employés sans jamais réellement connaître leurs contraintes, se retrouva à remettre en question ses méthodes. Il commença à visiter les entrepôts, les parkings, à parler avec les agents d'entretien. Pas pour être félicité, mais pour réapprendre ce que signifiait le mot « travail ». Il y eut des tensions, bien sûr, des désaccords, des silences, des moments où chacun doutait du sens de cette proximité. Mais jamais de rupture. Aucun des deux ne cherchait à accélérer quoi que ce soit. Ils avaient trouvé une manière de coexister sans empiéter l'un sur l'autre. Une forme de lien non définie, mais solide. Manon grandissait au milieu de cette atmosphère stable, enrichissante. Elle parlait anglais avec ses nouveaux camarades, lisait davantage, posait des questions plus complexes. Élodie la regardait évoluer avec fierté, consciente que certains chemins ne se présentaient qu'une seule fois. La relation entre elle et Guillaume resta dépourvue de déclarations. Aucun des deux ne prononça jamais de mots amoureux. Ce n'était pas nécessaire. Ce qui se construisait entre eux n'avait pas besoin de romantisme. C'était plus fort, plus ancré. Une alliance fondée sur l'écoute, le respect,
l'absence de jeu. Ils partagèrent des repas, des silences, des rires d'enfants, des courses banales. Et parfois, dans un regard, dans une attention portée à un détail, il y avait plus d'intimité que dans 1000 promesses. Guillaume, transformé par cette immersion dans une réalité qu'il avait longtemps ignorée, changea aussi dans sa manière de diriger. Il renonça à certaines pratiques, repensa la structure interne de son entreprise, réévalua les primes des employés les moins visibles. Il ne fit pas cela pour redorer son image. Il le fit parce qu'il comprenait désormais que la valeur d'une structure ne se mesurait pas à son chiffre d'affaires, mais à la façon dont elle traitait ses rouages les plus discrets. Leurs interactions devenaient un socle, pas une passion fulgurante, une construction patiente, lucide, enracinée dans le réel. Il n'y avait pas de grandes scènes, pas de gestes spectaculaires. Il y avait des petits pas, des décisions concrètes, des gestes précis. Et dans ce rythme, dans cette cohérence, Élodie se redéfinissait elle aussi, non plus comme une survivante, mais comme une actrice. Non plus comme une mère qui tenait seule, mais comme une femme qui choisissait, orientait, influençait. Rien n'était parfait, rien n'était rêvé, mais tout était construit. Et dans cette construction sans artifice, Élodie et Guillaume avaient trouvé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché. Une forme d'équilibre, une vie où chacun conservait son espace, mais avançait à la même hauteur, avec la même lucidité. Une vie qui, sans le dire, avait fini par les relier. 1 an s'était écoulé. 12 mois sans éclat, sans drame, mais plein de décisions, de réajustements, d'apprentissage constant. Le 24 décembre revenait avec sa lumière hivernale pâle, ses vitrines décorées et son air de fausse féerie. Mais cette fois, l'atmosphère dans l'appartement d'Élodie était différente. Pas plus luxueuse, pas exagérément festive, mais empreinte d'un calme affirmé, presque serein. Le petit sapin était toujours là, posé sur la table du salon. Les décorations étaient les mêmes que l'année précédente, fabriquées à la main, certaines rafistolées avec du ruban adhésif. Mais il y avait cette fois des livres en piles soignés dans le coin lecture, des dessins plus travaillés sur les murs et une étagère modeste contenant quelques jeux éducatifs, soigneusement rangés. Élodie préparait le dîner avec la même méthode qu'autrefois, mais dans sa manière de découper les légumes, de goûter la soupe, de vérifier la cuisson du pain au four, il y avait une absence de précipitation, une aisance nouvelle. Manon, du haut de ses 9 ans tout juste fêtés, s'occupait de dresser la table, alignant les assiettes avec un sens du détail hérité de sa mère. Elle chantonnait à voix basse une chanson apprise à l'école, en français et en anglais, les 2 langues se mêlant naturellement dans son élocution. Vers 19 heures, on frappa à la porte, pas violemment, pas avec empressement. Juste 2 coups discrets. Manon courut ouvrir. Guillaume était là, sans surprise, mais sans solennité non plus. Il tenait une boîte sous le bras, une boîte en carton Kraft nouée d'un ruban rouge. Il entra, ôta son manteau, salua Élodie d'un sourire tranquille. Il n'y eut pas de phrase cérémonielle, pas de joyeux Noël prononcé avec emphase, seulement une simplicité maîtrisée. Il connaissait les codes de cette maison, en respectait les règles implicites. Ici, on n'imposait rien, on n'en faisait pas trop. Ils s'installèrent à table. Le repas était modeste. Une soupe de légumes maison, du pain frais, un fromage affiné et une compote de pommes tièdes. Guillaume mangeait sans commentaire, appréciant chaque bouchée sans les banalités attendues. Manon parlait peu, concentrée sur les gestes, mais ses yeux brillaient d'un éclat particulier. Ce n'était pas l'excitation d'un cadeau ou l'attente d'une surprise, c'était l'expression d'un bonheur stable, discret, construit à force de constance. Après le repas, ils s'installèrent sur le tapis du salon. Guillaume ouvrit la boîte qu'il avait apportée. Elle contenait 3 livres, un roman graphique pour Manon, un recueil de chroniques sociales pour Élodie et un carnet de pages vierges avec la couverture sobre. Il expliqua sans insistance que chacun pourrait y écrire, coller, dessiner quelque chose au fil des jours. Rien d'obligatoire, juste un espace commun. Manon, visiblement émue, alla chercher dans sa chambre un dessin qu'elle avait préparé. Elle le tendit à Guillaume, presque solennellement. Il le déplia lentement. On y voyait 3 personnages, dessinés avec l'application enfantine d'une élève appliquée. Une petite fille au centre, entourée d'un homme aux cheveux noirs et d'une femme aux cheveux attachés. Au-dessus, en lettres rondes, un titre « Ma famille à Noël ». Aucun autre mot, aucun besoin.
Guillaume ne parla pas. Il regarda le dessin, le reposa avec soin sur la table. Il ne dit pas merci, il n'en eut pas besoin. Élodie non plus ne fit pas de commentaires. Elle se contenta de ramasser les tasses, de les poser dans l'évier, de revenir s'asseoir sans geste superflu. Le silence entre eux était devenu un langage. Non pas un vide, mais un équilibre. Ils restèrent là, quelques minutes de plus. Pas de télévision, pas de musique de fond. Juste le bruit de la ville au loin, et la respiration douce de Manon qui s'était allongée sur le canapé, serrant son nouveau livre contre elle. Vers 22 heures, Guillaume se leva. Il remit son manteau lentement, jeta un dernier regard à la pièce. Il dit simplement « Merci ». Élodie acquiesça. Elle ne l'accompagna pas jusqu'à la porte. Manon, à moitié endormie, leva la main pour un geste de salut. Il sortit, referma doucement derrière lui. Dans la cage d'escalier, ses pas furent étouffés par la moquette usée. Il ne laissait rien derrière lui, pas de traces encombrantes, juste une continuité discrète. Élodie éteignit les lumières, couvrit sa fille avec la couverture posée sur le canapé et s'assit à côté d'elle. Elle regarda le sapin clignoter doucement. Elle repensa à l'année écoulée, à la fatigue, à la peur du changement, au moment d'hésitation. Mais aussi à la force retrouvée, à la stabilité gagnée non pas par miracle, mais par choix, par engagement, par lucidité. Elle n'avait rien sacrifié de son identité. Elle n'avait cédé à aucune promesse trop brillante. Elle avait bâti un pont entre deux mondes, sans renoncer à sa propre rive. Et dans cette pièce modeste, décorée de papiers colorés et de souvenirs dessinés, elle avait ancré quelque chose de précieux, un territoire à sa mesure, où elle n'avait plus à se défendre ni à se justifier. Le nouveau Noël ne fut pas un aboutissement. Il fut une étape, une confirmation, celle qu'il était possible de réinventer sa vie sans la trahir, et que certaines rencontres, même improbables, pouvaient devenir durables si elles étaient guidées par la clarté et le respect. Elle ferma les yeux un instant, juste un instant, et dans ce bref repos, il n'y avait ni rêve ni promesse. Il y avait simplement la paix d'avoir tenu bon et d'avoir choisi pleinement la forme de sa propre histoire.